Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très contents avec Thibaut de vous voir si nombreux ce matin pour ce webinaire sur les enquêtes et les avis clients pour vous donner un regard complet sur la satisfaction client. Quand on s'est rencontré avec Thibaut il y a quelques mois, il y a quelques années maintenant, on a échangé puis on travaillait tous les deux sur la satisfaction client. Et on s'est dit, bah tiens, alors moi je voyais la satisfaction client avec un prisme, on va dire, institut d'études et Thibaut voyait, cette notion de satisfaction client avec un prisme, avis et avis client. On était complètement différents et pas forcément sur la même longueur d'onde et puis, au fur et à mesure, on a échangé. On a trouvé de grandes similitudes dans nos métiers, on a trouvé beaucoup de complémentarité, voire même, des synergies et c'est sur, ces synergies-là que l'on va, que l'on a construit ce webinaire et que l'on va vous présenter ce que l'on peut proposer pour réconcilier les enquêtes et les avis clients. Parfait. Merci beaucoup à Olivier pour cette introduction et je suis ravi aussi de pouvoir co-animer ce webinaire avec toi ce matin. Je pense qu'il y a une réelle synergie et c'est ce qu'on va démontrer entre ton sujet de prédilection, à savoir les enquêtes, et mon sujet, la partie avis client. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, Olivier, si ça te convient, tu peux peut-être te présenter rapidement et nous présenter Init et ensuite je basculerai sur la Alors, présentation de Cusplace. effectivement, on va faire ça très rapidement parce que c'est pas l'objectif de ce webinaire, mais il faut que vous Mm. sachiez quand même qui est autour de la table aujourd'hui. Donc moi, je suis Olivier Nielsen et j'ai la chance de diriger depuis près de 4 ans aujourd'hui Init, qui est un institut d'études spécialisé sur l'écoute client et l'optimisation de l'expérience client. Une trentaine de collaborateurs, un petit peu plus maintenant, et on fait plus de 200 études par an, à la fois en B2C et en B2B, sur des études quantitatives et des études qualitatives, on y reviendra tout à l'heure, à la fois online et à la fois par téléphone. On va travailler sur 3 grands piliers de l'expérience client. Le premier, c'est au niveau du choix, c'est-à-dire des études et des enquêtes pour savoir pourquoi vos clients, vos consommateurs choisissent vos produits ou vos services ou ne les choisissent pas. Et on va mettre en place des études de besoin, des études d'attente, mais également des études de notoriété d'image sur ce pilier-là. Sur le deuxième pilier, qui est vraiment le cœur de notre métier, le cœur du réacteur de l'expérience client, on va travailler sur des enquêtes pour comprendre ce qu'il se passe réellement dans ce qu'on appelle les moments de vérité, les moments de contact entre une marque et un client, que ce soit sur le parcours client, l'ensemble du parcours client, que ce soit sur des moments spécifiques du parcours client, en satisfaction à chaud et en satisfaction à froid, on y reviendra tout à l'heure. Et le dernier point, une fois qu'on a travaillé sur pourquoi les clients vous avez choisi, comment ça se passait entre une marque et un client, on va travailler sur des études pour savoir pourquoi est-ce que vos clients, vos consommateurs sont fidèles, restent chez vous, réachètent chez vous, font de l'upsell, du cross-sell, ou pourquoi au contraire, ils ne reviennent pas ou ils s'en vont. Et là, on va être sur des enquêtes de clients perdus et on va même pouvoir aller jusqu'à des simulations d'impact économique quand on arrive à récupérer l'ensemble des datas d'une marque sur l'ensemble des parcours. Merci Olivier. Alors pour vous présenter rapidement également Cusplace, on est une solution tout en un, une plateforme SaaS de gestion des avis, mais de manière plus générale de gestion de l'e-réputation des marques et aussi de mesure de l'expérience client. On fait ce métier depuis un peu plus de 10 ans maintenant, depuis 12 ans pour être exact. Et on accompagne, vous le voyez sur la droite de l'écran, des clients dans des secteurs d'activité finalement assez divers et variés, hein, des réseaux d'opticiens, des acteurs dans le domaine de l'habitat, de la rénovation, des retailers, dans le domaine de l'alimentation. On est assez plurisectoriel. On a une réelle plus-value à s'adresser en toute humilité à des réseaux, puisque nous avons des partenariats assez stratégiques. Vous le voyez, on y reviendra après, notamment avec Google et les pages jaunes, et aussi d'autres sites médias dans des verticales métiers, ce qui nous donne la capacité de multidiffuser les avis que l'on collecte sur ces plateformes qui sont aujourd'hui très visibles. On a une double certification par la FNOR. Nous avons la norme française au niveau de la gestion des avis, c'est la norme 522 pour être très précis, à la fois sur les avis des clients et aussi sur les avis des collaborateurs. Enfin, on a une certification au Security Audit
qui permet d'attester que les datas sont bien sécurisées sur la plateforme. Des pen tests, des tests d'intrusion sont réalisés régulièrement. Pour vous détailler assez rapidement nos 4 piliers, on intervient sur la partie review management, c'est-à-dire la gestion de l'existant, le fait de pouvoir centraliser et gérer les avis qui proviennent de plateformes tierces, mais aussi de pouvoir faire du feedback management, aller donc solliciter les clients pour obtenir leur retour. On y reviendra également en détail lors de cette présentation. On intervient aussi sur la partie présence management, donc faire en sorte, lorsqu'on a un réseau, de bien maîtriser sa visibilité au niveau local de ses établissements, de ses magasins et de ses agences, et également toute la partie brand management qui permet là vraiment de développer son e-réputation avec des mécaniques de collecte auprès de ses clients et aussi de ses salariés. On a la capacité d'intégrer les 4 catégories d'avis qu'il existe selon nous, à la fois les avis de la marque au niveau national, voire même international, les avis des magasins ou agences lorsqu'on a un réseau, donc au niveau local, les avis des produits et également les avis des salariés. Voilà pour la brève présentation de Cusplay. Je vous propose de passer sans plus attendre au sommaire de cette présentation qui va être découpée en 4 grandes parties principales. On va tout d'abord s'intéresser au terme de voix du client, qui est un terme que vous avez probablement déjà entendu. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce terme et surtout en quoi c'est important aujourd'hui de pouvoir être à l'écoute de votre clientèle. Ensuite, Olivier nous fera un focus sur toute la partie enquête de satisfaction. Je reprendrai la main sur les avis clients et nous verrons lors de cette 4e et dernière partie comment pouvoir proposer aux clients un parcours fluide et sans couture dans lequel on intègre évidemment les enquêtes et en bout de course la partie avis client qui permettra de développer son e-réputation. On vous présentera aussi quelques résultats concrets. On essaiera de vous démontrer qu'il est assez simple finalement de mettre en place une telle stratégie qui porte ses fruits. Donc l'importance de la voix du client en première partie. Si vous avez déjà participé à des webinaires avec nous, vous le savez, on aime bien introduire avec une citation. Ce matin, c'est celle de Simon Sinek, que vous connaissez peut-être, qui est l'auteur du Find Your Why, pardon pour l'accent, trouvez votre pourquoi en français, donc la raison pour laquelle, la raison d'être de votre entreprise. Il nous dit la chose suivante: ne trouvez pas des clients pour vos produits, mais trouvez des produits pour vos clients. Et donc, pour ce faire, il faut évidemment mettre en place des mécaniques d'écoute de votre clientèle. C'est ce qu'on appelle la voix du client. Si je peux donner une définition assez simple, finalement, ça consiste à collecter et surtout à analyser tous les retours, tous les feedbacks de vos clients pour comprendre à la fois leurs besoins et aussi pouvoir identifier leurs attentes. C'est une démarche qui va vraiment vous permettre d'identifier des axes d'amélioration pour vos produits, vos services ou pour votre structure de manière générale. Et aussi, on va le voir après, mais de renforcer la satisfaction et la fidélité de votre clientèle. Pour ça, il existe plusieurs moyens pour écouter vos clients. On y reviendra en détail avec Olivier sur la partie enquête et également sur la partie des avis publics de vos clients. Alors, pourquoi c'est important aujourd'hui de mettre en place une telle stratégie d'écoute? Vous allez tout d'abord renforcer, je le disais, la relation avec votre clientèle. Vous allez créer un canal de communication et vous allez leur envoyer un très bon signal qui est le suivant. On est une marque qui écoute les retours de ses clients, les besoins, on le prend en compte et on vous intègre en quelque sorte dans la stratégie de développement de notre entreprise. Et donc, par la force des choses, mécaniquement, vous allez améliorer ce lien et la fidélité que vous avez avec vos clients. Je l'évoquais aussi, le côté bien évidemment mise en lumière d'éventuels dysfonctionnements pour vous améliorer. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vraiment un levier sur vos clients. Mais il y a un deuxième élément qui est très important, et on le verra notamment avec les avis, c'est que vous allez pouvoir développer une stratégie marketing au travers de vos avis clients et développer votre e-réputation qui est un vecteur direct de business, nous le verrons, puisque c'est un élément de réassurance auprès de vos prospects ou futurs clients, de pouvoir consulter des bons avis, une bonne notation, une belle volumétrie. Ça va évidemment renforcer la confiance et donner envie d'entrer en interaction avec vous, voire même d'augmenter les taux de transformation.
Je vais laisser la parole désormais à Olivier pour se concentrer sur les enquêtes de satisfaction. Merci Thibault. Alors, on va parler sur quelques minutes de ce qu'est une enquête de satisfaction. Pourquoi? Pour que vous compreniez bien, quand on parle de transformer les enquêtes, les résultats d'enquête en avis client, il faut d'abord comprendre comment fonctionne et ce que l'on appelle une enquête de satisfaction client. Alors, si on prend une rapide définition, une enquête de satisfaction client, c'est une démarche qui vise à mesurer le niveau de satisfaction des clients vis-à-vis d'un produit ou d'un service sur une partie du parcours ou sur l'intégralité du parcours. Une fois qu'on a dit ça, on voit qu'on a deux types d'enquêtes, en tout cas deux types d'écoute. Le premier type d'écoute, c'est ce qu'on va appeler des écoutes clients non structurées. Et on va avoir ce type d'écoute dans les analyses de la voix du client. Les écoutes non structurées, ce sont les avis clients, par exemple. On ne peut pas savoir sur quel sujet un client va réagir. Il est libre, c'est des écoutes non structurées. On va travailler, nous, en tant qu'institut d'études, sur ce que l'on va appeler des écoutes structurées, soit des écoutes qualitatives, pour mettre en place des focus group, des entretiens approfondis, des communautés de clients qui vont nous permettre de travailler sur de l'innovation, sur de la prospective, de creuser certains points. Et puis, on va travailler sur des enquêtes quantitatives, des enquêtes quantitatives de mesure de la satisfaction des clients, soit des enquêtes à froid, ce que l'on va appeler des baromètres à froid, qui vont analyser l'ensemble du parcours client, soit des écoutes à chaud, donc du feedback à chaud, de la satisfaction à chaud, suite à une interaction spécifique. On va zoomer sur cette partie écoute quantitative parce que c'est suite à ces enquêtes quantitatives que l'on va pouvoir aller un cran plus loin et pousser des avis clients. Dans les écoutes quantitatives, il y a deux grands types d'écoutes quantitatives. La première, c'est des écoutes, on va dire, à froid, ce que nous on appelle des écoutes stratégiques. Et elles servent à quoi? Elles servent à orienter la stratégie d'une marque. Et le deuxième pilier de ces écoutes quantitatives, on est sur du feedback management, donc sur des dispositifs de mesure de la satisfaction à chaud. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que quand on va travailler sur ces écoutes quantitatives, on va être représentatif du portefeuille du client. Quand on va travailler sur des enquêtes online, si on n'est pas dans les retours représentatifs de la clientèle initiale de la marque, on va redresser statistiquement ces résultats. Quand on est au téléphone, on va travailler sur des quotas d'appel pour être représentatif. Et il est extrêmement important dans les études à froid, dans les études stratégiques, d'être représentatif. Et quand on met en place des études à chaud, des feedbacks à chaud, on ne peut pas être représentatif parce que les retours sont spontanés et on ne sait pas quel client va nous faire des retours spécifiques. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? On va redresser les résultats pour pouvoir avoir des analyses fiables sur des échantillons représentatifs de la population initiale. Et ça, c'est extrêmement important. Les études à froid, à quoi ça sert? Ça sert à mesurer la satisfaction sur l'ensemble d'un parcours pour prioriser les actions et orienter sa stratégie. Quand je suis sur des dispositifs de feedback à chaud, on va avoir des retours suite à une interaction avec un client, soit une interaction suite à une livraison, suite à un contact avec le service client. Et à quoi servent ces enquêtes à chaud? C'est ce feedback management, comme on l'appelle. Ça sert à avoir des données sur la satisfaction client à un moment T, bien sûr, avoir l'évolution dans le temps, mais ça sert également à pouvoir pousser à nos clients, à nos marques qui nous font confiance sur ces dispositifs-là, des fiches individuelles pour qu'elles puissent faire du customer care, c'est-à-dire réagir quasiment en temps réel sur un client insatisfait pour transformer ce client insatisfait en client satisfait, voire en promoteur. On nous demande souvent, alors c'est très bien, vous mettez en place un certain nombre d'enquêtes, vous recueillez beaucoup de data, mais qu'est-ce que l'on va avoir derrière avec l'ensemble de ces data? Nous, ce que l'on va réaliser chez Init, c'est 4 grands types d'analyse de données.
Alors, je ne vais pas rentrer dans des cours de statistiques, j'en serais bien incapable, mais je vais vous donner une vision sur les 4 grands types d'analyse de données que l'on fait chez Init. La première analyse, c'est ce qu'on va appeler de l'analyse descriptive. C'est une analyse simple des résultats que l'on a, où on va faire des tris à plat, des tris croisés. On va pouvoir hiérarchiser les critères en fonction des différents points forts et des différents points faibles sur chacun des parcours clients analysés. Le deuxième grand type d'analyse, c'est ce qu'on appelle l'analyse segmentée. Et là, ça consiste à creuser les résultats sur différents segments. Si vous avez une typologie de clients, on va pouvoir creuser et mettre ces résultats sur l'ensemble des types de clients, des différents types de clients que vous avez. Mais ça va nous permettre aussi de travailler sur et d'identifier les profils de clients les plus satisfaits, les profils de clients les plus insatisfaits, ce qui peut être extrêmement important en termes de prospection derrière pour aller chercher plutôt des clients qui ont une appétence forte avec la marque, on va dire. Ça va nous permettre également de déterminer les moments clés, les moments à risque et les moments sur lesquels il va falloir agir en priorité. Quand on parle d'action en priorité, on va plutôt travailler là sur le troisième point qui est l'analyse explicative. L'analyse explicative, elle permet de mettre en évidence ce qu'on va appeler les drivers, les aspects les plus contributifs de la satisfaction ou de l'insatisfaction par rapport à un client. Comment est-ce que l'on fait? Vous allez comprendre, c'est tout simple. La première étape, on réalise une analyse statistique pour hiérarchiser les points qui ont le plus d'action, qui ont le plus d'influence sur la satisfaction client. Et donc, on va mettre sur une droite en ordonnée l'ensemble des items, l'ensemble des critères qui ont de l'influence sur la satisfaction client. En haut, les critères qui ont le plus d'influence, en bas, les critères qui ont le moins d'influence. Et sur l'autre axe, on va croiser avec cette analyse d'importance, avec les notes de satisfaction. Et on va se retrouver avec 4 quartiles. Et dans chacun des quartiles, effectivement, on va savoir que si on a des critères qui ont une influence forte sur la satisfaction et sur lesquels on est mal noté, c'est vraiment les critères sur lesquels il va falloir travailler en priorité. C'est surtout sur les critères sur lesquels il va falloir mettre en place nos actions prioritaires. Donc ces analyses explicatives permettent de définir et de hiérarchiser les actions à mettre en place. Et quand on a un plan d'action à développer derrière pour optimiser au maximum la satisfaction client, c'est ces analyses explicatives, sur ces analyses explicatives que l'on se base. Et le dernier point, même si on est sur des études quantitatives, on va travailler sur du qualitatif, donc on va appeler l'analyse qualitative. Et l'analyse qualitative, c'est tout simplement la récupération des verbatims, des commentaires, parce que dans chaque étude quantitative, il y a la possibilité qui est laissée au client de déposer des verbatims. Et très clairement, ces verbatims, on va les codifier, on va distinguer les émotions positives et négatives, on va pouvoir identifier les signaux faibles de dysfonctionnement d'un parcours, par exemple. Et puis, on va, et c'est extrêmement important, je pense que vous le faites tous, pouvoir illustrer des chiffres avec des verbatims clients parce que la parole d'un client, quel que soit le secteur d'activité, est beaucoup mieux comprise par les collaborateurs qu'un chiffre spécifique. Et quand on va illustrer avec un verbatim client, ça va tout de suite parler à tout le monde. On nous demande également, en se disant, aujourd'hui, quand vous faites des études de satisfaction client, on a vu ce que l'on donnait comme élément, mais on va voir ce que l'on donne comme sur quels indicateurs est-ce que l'on travaille. Alors, je vais passer rapidement parce que les débats sur les indicateurs et quels indicateurs à quel moment, c'est un éternel débat entre l'ensemble des professionnels de la mesure de la satisfaction client, mais pour nous donner quelques repères et quelques repères simples. Quand on travaille sur, on va dire, l'analyse de la satisfaction des clients, il faut savoir à quel moment est-ce que l'on se positionne. Est-ce que l'on se positionne suite à une interaction entre la marque et le client? C'est ce que j'appelle le niveau transactionnel. J'ai un problème de livraison, j'ai une question, je vous appelle, j'ai ma réponse en
comment dire, en un appel ou en plusieurs appels, en un contact ou en plusieurs contacts. On est sur de l'interaction unitaire, simple. Le deuxième, c'est ce qu'on va appeler les parcours clients, les process et les parcours clients. Alors les process et les parcours clients, je vais vous donner un exemple, c'est la souscription d'un prêt immobilier par exemple, c'est le règlement d'un sinistre automobile. Là, on est sur quelque chose de structuré qui va nécessiter plusieurs allers-retours entre le client et la marque. Et puis le dernier point, qui est un niveau relationnel, et c'est là où on va pouvoir analyser et travailler sur ce qu'on avait appelé le modèle de service de la marque, c'est-à-dire tout ce que vous proposez à vos clients en termes d'offres, en termes de produits, en termes de services, en termes de moyens de contact, en termes de disponibilité pour répondre aux différentes demandes du client, mais sans forcément qu'il y ait une interaction spécifique. Et c'est là où on va retrouver les baromètres stratégiques, donc tout ce qui est enquête à froid. Je ne vais pas vous donner tous les indicateurs, hein, mais je vais vous en donner juste quelques-uns en insistant sur le NPS que vous utilisez tous régulièrement. Quand on est au niveau interaction, donc tout en bas, les indicateurs qui vont être importants, ce sont ce qu'on va appeler le FCR, le First Call Resolution, c'est la résolution au premier contact. Est-ce qu'un seul contact a suffi pour trouver ma solution, pour répondre au client? Le deuxième type d'indicateur sur ce niveau-là, c'est la satisfaction du dernier contact. Est-ce que ça s'est bien passé? Quand je vais passer au niveau du dessus, au niveau parcours, là, on va travailler sur des indicateurs qui sont beaucoup plus tournés autour de l'effort client. Et donc là, on va être beaucoup plus sur ce qu'on appelle le Customer Effort Score, l'effort qui a été nécessaire pour interagir sur le parcours client. Et puis, quand on parle de CES, quand on parle d'effort client, le pendant, c'est l'enchantement. C'est de se dire, est-ce que j'ai eu sur les clients qui ont fait peu ou pas d'efforts, est-ce qu'il y a eu un effet waouh? Est-ce qu'il y a eu un effet d'enchantement? Est-ce que la marque est allée au-delà de ce que j'espérais? Et ça, c'est important pour identifier les ambassadeurs et pour identifier les points de différenciation qu'une marque peut proposer sur un marché à ses clients. Et puis le dernier point, quand on est au niveau relationnel, au niveau de la stratégie globale de marque, et c'est là où on va retrouver notre fameux NPS. C'est là où on va retrouver la satisfaction globale, c'est là où on va retrouver des questions sur la fidélité, par exemple. Mais cette notion de NPS, vous comprenez bien que si je pose des questions de NPS, recommanderiez-vous telle marque à vos amis ou à votre famille, suite à une interaction spécifique, je vais pas avoir, ou suite à un parcours spécifique, je vais pas avoir le même NPS que si je le pose hors tout contact, c'est-à-dire à froid sur l'ensemble des clients. Le NPS, il est fait pour être posé à froid sur l'ensemble des clients. Quand on le pose à chaud, c'est ce qu'on va appeler un NPS transactionnel, c'est pas un NPS relationnel comme il a été initialement construit. Voilà, j'ai été assez bavard. Je vais laisser la parole à Thibaut qui va Oui. nous détailler plus la partie avis. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Alors, concernant les avis, je vais vous donner une statistique rapide, mais que vous connaissez peut-être, qui est que 92% des Français consultent les avis en ligne avant de passer un acte d'achat. Pourquoi vous la connaissez peut-être cette stat, pardon, c'est parce que vous en faites partie. A priori, on est une majorité à avoir ce réflexe qui est de prendre le téléphone de la poche et d'aller regarder les avis avant de se rendre dans une boutique, avant de passer un acte d'achat en ligne, avant de réserver ses vacances, avant de réserver éventuellement un restaurant. C'est devenu un réflexe qui touche quasiment tout le monde aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est pas le fait d'aller les consulter. C'est que parmi ces 92 Français qui les consultent, une majorité vont être influencés par ces avis. Et donc influencés soit de manière négative ou de manière positive. Alors si les avis sont bons, que la volumétrie est intéressante, c'est un élément de réassurance et ça nous donne envie, consciemment ou inconsciemment, d'entrer en interaction ou de valider un acte d'achat avec une marque. Donc c'est un levier, en d'autres termes, de business très direct pour une entreprise. À l'inverse, si les notes ne sont pas bonnes, ça ne donnera pas envie et c'est un manque à gagner direct pour l'entreprise qui est un peu difficile à mesurer, mais
au plus on avance dans le temps, et c'est une proportion qui est de plus en plus importante, puisqu'aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sont concernés, j'y reviendrai après, mais par les avis en ligne. Alors, en quoi c'est essentiel? Alors, Olivier l'évoquait. Les avis sont plutôt une source de feedback spontané, dans le sens où on ne va pas orienter, même si on va solliciter pour obtenir un avis, on ne va pas orienter pour avoir un retour sur tel ou sujet ou tel autre sujet. C'est plutôt une suggestion ou une case libre. Mais ça donne finalement une certaine authenticité au feedback, puisque on ne va pas orienter. Et c'est là où on commence à comprendre déjà la complémentarité avec les enquêtes. Je l'évoquais juste avant, ça a une influence directe sur la crédibilité de votre marque. Et si on maîtrise bien, encore une fois, son réputation, je le disais, vecteur direct de business. Il y a un troisième point qui est majeur à ne pas perdre de vue et qu'on a bien souvent moins en tête. On est souvent assez sensible à ces éléments de réassurance. L'autre point concerne le référencement. Aujourd'hui, les algorithmes des moteurs de recherche comme Google, Bing et d'autres vont prendre en compte dans leurs paramètres les avis que vous possédez. Ce n'est évidemment pas le seul paramètre pris en compte. Il y a toute la mécanique de SEO, de référencement, d'optimisation des mots-clés de votre site internet, de votre contenu, mais les avis en font partie. Si vous maîtrisez votre réputation avec une belle volumétrie, ça vous donnera un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents qui ne se seraient pas encore saisis de ce sujet. Alors, je le disais juste avant, aujourd'hui, on pose souvent la question, oui, moi, je suis dans tel secteur d'activité, est-ce que je suis concerné par les avis? À ma connaissance, il n'y a presque plus aucun secteur qui est épargné, si je peux dire ça comme ça, par les avis publics. Mais il est vrai qu'historiquement, certains secteurs sont plus concernés. Le domaine du tourisme, je prenais l'exemple d'aller vérifier les avis avant d'aller dans un restaurant, de réserver ses vacances. C'est vrai que les avis étaient plutôt très présents dans ce domaine-là. Et puis, ça tend depuis des années à se généraliser à tout type de secteur, tout type d'entreprise. On ait une clientèle B2C, bien évidemment, mais aussi de plus en plus dans le B2B. C'est ce point sur le B2B sur lequel moi je voulais insister parce qu'effectivement, on a de plus en plus de demandes de clients B2B pour qui on réalise des enquêtes et qui veulent transformer les résultats de ces enquêtes en avis. Parce que c'est les avis clients qui se sont développés dans le B2C, sont aujourd'hui extrêmement importants dans énormément de secteurs en B2B. Et ce qu'on a tendance à dire, alors je ne sais pas si tu es en face Thibaut, mais c'est que un avis en B2B vaut encore plus qu'un avis en B2C, parce qu'il est beaucoup plus rare. Bien sûr, bien sûr. C'était beaucoup moins l'usage, ça l'est de plus en plus. Ça l'est pour une raison simple. On a vu que 92% des Français allaient consulter les avis, et d'ailleurs une majorité en laisse aussi après une interaction avec une entreprise. Et donc cet usage qu'on a depuis des années dans notre vie personnelle, on tend finalement à l'apporter dans notre vie professionnelle. Et donc, il est effectivement plus difficile, puisque c'est moins l'usage de collecter un avis, qui sera plus précieux. Donc, je te rejoins, et qui aura encore plus de poids finalement et de crédibilité auprès de ses futurs clients ou de ses futurs partenaires. Quand on souhaite mettre en place une stratégie de collecte d'avis auprès de l'ensemble de sa clientèle, il y a quelques bonnes pratiques, quelques conseils que je peux vous donner ce matin. Ça va être notamment d'être transparent finalement dans la démarche et d'être assez clair au niveau de vos intentions. Il y a fort à parier que vous ayez déjà des mécaniques d'enquête en place et donc vos clients sont déjà sollicités. Si vous leur demandez un avis public, ils sont pas dupes. Ils savent très bien qu'il y a un intérêt derrière, marketing ou commercial, de partager leur notation auprès de vos futurs clients. Donc, c'est pas tabou, mais autant être finalement assez franc dans la démarche. Ça va être aussi d'utiliser des moyens de collecte adaptés. Alors là, j'ai pas de réponse toute faite. Ça va dépendre du secteur d'activité, de la typologie de client. On va retrouver de la sollicitation par mail, par téléphone, par QR code, directement en agence, par exemple, ou en magasin. Donc, on a une multitude finalement d'outils à notre disposition. On va identifier, selon le secteur, selon la typologie de client, le ou les moyens les plus adaptés pour favoriser les taux de collecte et avoir le plus d'avis possible. Pourquoi avoir le plus d'avis possible? Pour avoir une certaine représentativité de la satisfaction générale. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de stratégie de sollicitation en place,
il y a fort à parier que vous ayez quand même des avis et que ces avis soient négatifs. Rassurez-vous, ce n'est pas lié à votre marque spécifiquement. C'est un cas assez général que je rencontre tous les jours. Il y a des plateformes ouvertes que vous connaissez sur Google, notamment les fiches établissements, les fiches Google Business Profile, sur lesquelles tout le monde et n'importe qui, j'ai envie de dire, peut venir laisser un avis. Donc parfois des concurrents mal intentionnés ou des détracteurs. Et donc les avis présents sur ces plateformes sont bien souvent très négatifs, puisque c'est la minorité bruyante, les insatisfaits qui vont s'exprimer spontanément. On va retrouver aussi quelques avis très élogieux, dithyrambiques, mais l'entre-deux n'existe pas vraiment. Il va exister dès lors qu'on met en place une stratégie de collecte auprès de l'ensemble de sa clientèle. Alors, tous vos 100% de clients ne s'exprimeront pas, évidemment, mais si on arrive à avoir 20, 30, 40%, on peut imaginer que ce soit représentatif de la satisfaction générale et que ça vienne mécaniquement faire remonter les notes que vous avez à l'heure actuelle, qui sont peut-être assez moyennes. Il y a une notion de timing aussi à respecter lorsqu'on met en place une stratégie de collecte. Il y a des moments où vos clients seront plus enclins que d'autres à vous laisser un avis. Encore une fois, j'ai pas de réponse générale pour ça. Ça va dépendre de chaque secteur et de chaque typologie de client. Et enfin, un dernier point à respecter, et c'est vraiment un point important et je l'évoque tous les jours. Bien souvent, au niveau du siège, on a cette sensibilité et cette connaissance de l'importance des avis clients. Mais c'est pas toujours transmis et ça infuse pas toujours au niveau des collaborateurs ou au niveau local et surtout au niveau des collaborateurs en contact direct avec la clientèle, puisque ce sont les premiers ambassadeurs finalement à avoir une action directe pour pouvoir améliorer la satisfaction et encourager surtout les clients à s'exprimer. Donc il est très important de mettre en place des ateliers, du suivi et d'embarquer finalement et de mettre en place une certaine culture du feedback au sein de l'entreprise et c'est valable à tous les niveaux. Maintenant, lorsqu'on met en place une telle stratégie, il est important ensuite de pouvoir gérer les avis obtenus. Alors, vous ne serez a priori pas surpris par le premier point qui est de gérer les avis négatifs. Spontanément, on a tendance à s'orienter vers les avis négatifs et les traiter en premier, et c'est une très bonne chose. Nous, on conseille de répondre sous maximum 24-48 heures pour essayer de faire retomber le soufflet et surtout amener des éléments concrets. Alors, quelques conseils, encore une fois, quelques tips que je peux vous donner, c'est évidemment de s'excuser lorsqu'il y a eu un problème rencontré, de prendre de la hauteur, de ne pas réagir trop à chaud et de pouvoir surtout trouver des éléments de solution concrets à un éventuel problème rencontré. Gardez bien en tête que vos réponses seront lues par d'autres internautes et je dirais même que ces internautes qui sont potentiellement des prospects ou des futurs clients accorderont autant d'importance à la réponse que vous aurez émise qu'à l'avis en lui-même. C'est-à-dire que c'est pas une fatalité d'avoir un avis négatif, même si c'est jamais très plaisant. Ça vous donne la possibilité de rétablir votre part de vérité et encore une fois en gardant en tête que cette réponse sera consultée. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas perdre non plus les réponses aux avis positifs, donc au reste des avis que vous avez obtenus de votre majorité de clients satisfaits. C'est très bien de pouvoir fidéliser en créant du lien, en amenant des éléments de réponse et vous allez encore une fois envoyer un signal aux futurs clients que vous répondez, que vous prenez en compte ce que disent vos clients et c'est un élément qui est essentiel. Il va falloir également, en tout cas on conseille de pouvoir analyser. Bien évidemment, l'analyse ne sera pas aussi poussée que sur des enquêtes comme l'a évoqué Olivier et je le rejoins à 100% là-dessus. Néanmoins, les avis permettent d'obtenir du verbatim et c'est une source de data qui est riche. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive assez bien à mettre en lumière les signaux forts, les signaux faibles et à donner automatiquement des recommandations en fonction du secteur d'activité. Donc, en synthèse, c'est finalement cette source de data que vous collectez, c'est de pouvoir en faire quelque chose et pouvoir mettre en place des plans d'action. Ça nous amène à notre quatrième partie, Olivier. Maintenant qu'on a bien compris, je pense, les tenants et aboutissants à la fois des enquêtes de satisfaction et des avis clients, comment on peut mettre tout cela en musique pour avoir vraiment une complémentarité finalement entre nos deux usages et nos deux outils?
On a commencé cette matinée en échangeant et en parlant de la voix du client. Pour avoir une vue globale de la voix du client, on a vu qu'il fallait marcher sur ses deux pieds. Le premier pied, euh, ce sont les enquêtes de satisfaction qui sont, on l'a bien compris, hein, des réponses structurées et représentatives des clients, et les avis clients qui sont des retours spontanés, mais des retours authentiques. Alors comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et comment est-ce qu'on peut transformer les résultats d'une enquête de satisfaction en avis client? Eh bien, tout simplement, on va mettre en place des écoutes quantitatives sur les enquêtes, vous l'avez bien compris, soit sur les baromètres de satisfaction à froid, et vous avez bien compris l'utilité des baromètres de satisfaction à froid, soit sur des dispositifs de feedback à chaud, et vous avez bien compris les utilités de ces dispositifs de feedback à chaud. Quel que soit le dispositif, dans l'un ou dans l'autre, on va demander une note de satisfaction et un verbatim associé. Et quand on parle d'avis, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une note et un verbatim. Donc ça tombe bien, on va pouvoir se servir des enquêtes de satisfaction pour générer des avis sollicités. Comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, quand vous ne sollicitez pas d'avis, vous avez de grandes chances d'avoir soit des clients très satisfaits, des promoteurs, mais malheureusement, il n'y en a pas assez et on est quand même en France et on aime plutôt punir une marque. Et en tout cas, quand on est insatisfait ou quand on estime avoir été lésé par une marque, on va laisser un avis et cet avis ne va vraiment pas être positif. C'est pour ça qu'il faut travailler sur des avis sollicités, on est tous d'accord. Pour travailler sur des avis sollicités post-enquête de satisfaction, comment est-ce qu'on fait? Le client a donné une note et un verbatim, on ne va pas lui redemander sa note et son verbatim. Il l'a déjà donné dans l'enquête de satisfaction. On va simplement, à la fin de l'enquête, rajouter une page pour lui demander son consentement pour diffuser l'avis qu'il a donné via la note de satisfaction et le verbatim. C'est sur des parcours fluides, sans couture, c'est juste une seule page post-enquête online ou juste une question supplémentaire post-enquête téléphonique. Et on va, au choix du client, pouvoir diffuser cet avis sur différents sites d'avis. C'est aussi l'intérêt que nous a amené Cusplace. Alors bien sûr, on va le diffuser sur cusplace.fr, mais on va pouvoir le diffuser sur Google et sur Page Jaune. Et pour la marque, c'est un avantage non négligeable parce que en temps réel, vous avez un suivi via une plateforme Cusplace qui est ergonomique et facile d'utilisation, un suivi de l'ensemble des avis qui sont laissés et vous pouvez même interfacer ces données-là si vous avez une autre plateforme de suivi des avis. Donc c'est tout simple, mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? On a mis en place un certain nombre d'actions. On a lancé cette nouvelle offre depuis le début de l'année 2024 et on va dire qu'elle rencontre un grand succès auprès de nos clients pour qui, je vous disais tout à l'heure, on fait entre 220 et 230 études de satisfaction à l'année. Et on a mis en place cette notion de collecte d'avis post-enquête pour un certain nombre de clients. Et ça marche vraiment. C'est-à-dire que je vais vous donner deux exemples. Un exemple sur des enquêtes, des baromètres de satisfaction à froid et un exemple sur du feedback à chaud. Pour une grande banque française, on l'a mis en place en juin. Suite à une enquête de satisfaction, on a récupéré plus de 4500 avis qui ont été diffusés sur Cusplace et il y en a plus de 1500 qui ont été, on va dire, transformés en avis Google. Pourquoi moins? Parce que pour pouvoir transformer des avis en avis Google, il faut très clairement, que la personne ait un compte Google, parce que si j'ai pas de compte, je ne peux pas laisser d'avis. Donc ça demande une mécanique. S'il n'est pas connecté sur Google quand il dépose l'avis, ça lui demande un deuxième mail, un mail de relance pour qu'il reclique et se connecte sur son compte Google. Mais on génère quand même plus de 4500 avis, plus de 1500 avis sur Google, plus de 1500 avis sur pagejaune.fr, avec une note moyenne de 4,51. Et très clairement, cette grande banque française nous a dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? On mettait en place des enquêtes de satisfaction avec nous sur des baromètres à froid et
on faisait également de la sollicitation de nos clients pour qu'ils déposent des avis spontanés, enfin pardon, des avis sollicités, pour justement contrebalancer les avis spontanés dont on parlait tout à l'heure. On leur a permis de mutualiser et de ne contacter qu'une seule fois le client, avec en plus des taux de retour largement supérieurs à ce qu'ils avaient initialement sur les avis. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est sur du feedback à chaud. Et là, je suis sur un grand équipementier automobile. On l'a pas mis en place en France, on l'a testé en Italie. Tout ça pour vous dire qu'on peut mettre ce genre de process en place sur de très nombreux pays en Europe. Et sur un dispositif de feedback à chaud, on a eu sur le mois de juin plus de 2000 avis qui ont été récoltés. Et ce qui est intéressant, c'est que ça correspond à 61% des répondants à l'enquête. C'est-à-dire que j'ai 61% des gens qui ont répondu à l'enquête, qui ont dit OK, oui, je souhaite laisser cet avis. Près de 300 avis sur Google avec une note moyenne de 4,7. Donc on voit que quand on est sur de l'avis sollicité post-enquête de satisfaction, non seulement on a, et là on peut peut-être passer sur le slide suivant, des avis proactifs qui permettent de lisser les extrêmes, là Thibault l'a expliqué. On a de très nombreux avis en un temps record parce que effectivement, une part importante, j'allais dire une majorité, mais ce n'est pas toujours une majorité, mais une part importante des clients qui répondent aux enquêtes donnent leur accord pour diffuser l'avis. Ça se met en place très rapidement parce que c'est juste un code supplémentaire, on va dire, à rajouter à la fin de l'enquête et c'est transparent pour l'interviewé, pour le répondant à l'enquête. Et puis c'est un effort limité parce que pour vous clients, pour les marques, tout simplement parce que quand on met en place une enquête, vous nous donnez déjà une enquête de satisfaction client, vous nous donnez déjà l'ensemble de vos éléments, de vos données clients, et que dans l'ensemble des données clients, on a souvent l'ensemble des éléments qui vont bien pour pouvoir pousser l'avis au bon endroit ou sur le bon point de vente quand on est sur des notions de point de vente. Et puis le dernier point, qui est extrêmement important et qui, je sais, est structurant pour tout le monde, c'est un ROI important. Les clients, ils sont déjà sollicités pour l'enquête de satisfaction. La demande d'avis, c'est simplement un module supplémentaire en fin d'enquête. Donc non seulement ça évite la sursollicitation des clients, un mail pour l'enquête, un mail pour des avis sollicités pour ceux qui le font, mais en plus, c'est une économie importante et un ratio de collecte d'avis extrêmement important parce que suite à une enquête de satisfaction, j'ai donné mon avis. Et si j'ai donné mon avis, dans la majorité des cas, je suis pour le diffuser à tout le monde. Voilà, vous avez vu la complémentarité entre les avis et les enquêtes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. On est là avec Thibault pour y répondre. Ou si vous avez des questions plus spécifiques ou si vous souhaitez continuer à échanger sur ces sujets d'enquête et d'avis, Thibault et moi sommes à votre entière disposition. Vous avez l'ensemble de nos coordonnées sous les yeux et on est assez facilement trouvable sur LinkedIn également, si vous le souhaitez. Parfait. Merci beaucoup, Olivier, pour ton expertise et merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. On peut prendre, comme le disait Olivier, quelques minutes si vous souhaitez pour répondre aux questions dans le chat. S'il y en a, voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Alors oui, bonjour Michel, vous avez raison, la qualité des réponses est un critère de sérieux qui dans tous les cas, c'est pas vraiment une question, c'est plus une affirmation, mais qui dans tous les cas montre l'intérêt de l'entreprise pour ses clients. C'est exactement pour cette raison que je parlais en priorité des avis négatifs, pour les traiter rapidement, amener des éléments de solution, tout en ne perdant pas de vue les avis positifs. Vos clients qui ont pris la peine de prendre quelques secondes ou minutes de leur temps perso pour vous faire un feedback, il faut pouvoir le souligner et les remercier. Clarisse nous pose une question, Olivier. Nous rencontrons des difficultés avec nos équipes opérationnelles sur la formalisation des plans d'action. Avez-vous des conseils facilitants? Alors, on l'a vu sur les plans d'action suite à enquête de satisfaction, suite à baromètre de satisfaction, j'imagine, Clarisse. On l'a vu, les différents types d'analyses, et notamment l'analyse explicative que l'on met en place, permet de hiérarchiser les actions prioritaires, en tout cas celles qui vont avoir le plus d'impact sur la satisfaction.
Ce que l'on peut proposer, en tout cas nous, ce que l'on propose derrière à nos clients, c'est de faire aussi, suite aux résultats d'une enquête, suite aux résultats d'une étude et à la présentation des résultats, hein, que l'on fait soit en CODIR, soit l'ensemble des personnes qui sont intéressées par ces résultats, c'est de faire ce qu'on appelle un workshop plan d'action, c'est-à-dire travailler avec un groupe restreint de 6-8 personnes chez vous, représentant l'ensemble des publics de l'entreprise qui sont pertinents et qui sont intéressés par et qui ont une action sur l'augmentation de la satisfaction client. Et on va travailler sur 2-3 heures sur un groupe de travail avec eux et on va animer ce groupe de travail pour en sortir les actions spécifiques, concrètes à mettre en place dès le lendemain de ce workshop plan d'action sur l'optimisation de l'expérience client. Si vous êtes intéressé, on peut en parler en one-to-one plus en détail. Merci Olivier. Michel nous pose bien une question cette fois-ci. Faut-il primer sur les résultats de satisfaction des opérationnels? Est-ce que tu as un avis, Olivier, sur Alors, ce sujet? faut-il primer En gros, des je pense résultats que de satisfaction? Oui, c'est-à-dire, voilà, est-ce est-ce que qu'il faut donner une prime aux collaborateurs en alors fonction de de façon générale? nombreuses sociétés, alors là, j'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, de nombreuses sociétés ont mis sur leurs critères d'intéressement ou de participation des critères de satisfaction client. Ce qui est important, en tout cas, je sais pas s'il faut le faire ou s'il faut ne pas le faire. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est toujours pertinent de le mettre en place, en tout cas de rémunérer ses collaborateurs en partie sur la satisfaction des clients parce que je construis un cercle vertueux. Si mes clients sont satisfaits, ils vont revenir, je vais avoir d'autres clients et on va dire la première pierre pour la satisfaction des clients, ce sont les collaborateurs, okay, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc oui, il faut primer. Après, effectivement, tout dépend du business model de l'entreprise, mais de très nombreuses structures et de grosses structures priment les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs via l'intéressement et la participation, où il y a soit des critères de NPS, soit des critères de satisfaction. Le point important, c'est effectivement de bien choisir. J'ai essayé d'effleurer ce sujet-là tout à l'heure, mais de bien choisir l'indicateur. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on travaille sur un indicateur fiable et un indicateur, on va dire, qui corresponde réellement à la mesure de la satisfaction client. Tout simplement, si j'ai un petit quick win, je préfère qu'on travaille sur la CSAT que sur le NPS. Le NPS ayant d'autres éléments externes qui peuvent le faire bouger, qui ne sont pas forcément en lien avec le travail de l'ensemble des collaborateurs. Merci Olivier. On a une autre question on a pas mal de questions de Anne-Claire qui nous dit quel serait un bon argument pour convaincre ma direction de ne pas acheter d'avis et plutôt opter pour une solution vertueuse. Alors, des formations professionnelles de mon côté, mais bien évidemment, en aucun cas, on recommande d'acheter des avis. C'est vraiment la pire chose à faire. Alors, je crois que Nicolas a mis aussi des éléments et je vais pas les regarder. Ça montrera, je pense, qu'on est raccord sur nos réponses. Déjà, vous allez manquer de transparence auprès de vos futurs clients et même de vos clients qui consultent les avis. Le but d'obtenir un feedback, c'est pas du tout de tricher, c'est de montrer une certaine réalité. Nous, toutes les marques qu'on accompagne, j'ai pas en tête une marque qui aurait moins de 4 ou 4,1 sur 5 de satisfaction générale. A priori, quand on est une entreprise qui perdure dans le temps, qui existe depuis des années, il n'y a aucune raison, si vous vous lancez dans une stratégie de collecte d'avis, que vous ayez des notes qui soient négatives. Vous en avez bien souvent, je l'évoquais tout à l'heure, lorsque vous ne sollicitez pas vos clients. Vous avez la minorité bruyante qui s'exprime. En mettant en place une mécanique de collecte auprès de tous vos clients, naturellement, vos notes remonteront. Donc, il n'y a aucun moyen de tricher. Maintenant, en plus, les moteurs de recherche arrivent quand même assez facilement à détecter des avis qui seraient des avis achetés ou frauduleux et ça peut vraiment vous pénaliser. Donc, même si vous ne mettez pas en place une stratégie de collecte avec un outil, je vous déconseille d'aller acheter des avis sur certains sites obscurs. Ça pourrait vraiment avoir des retombées très négatives pour votre activité. Et puis souvent, ça se voit.
Enfin, je ne sais pas Bien si sûr. vous vous en rendez Les- compte, c'est-à-dire qu'en tant que client, ça se voit. Enfin, c'est pour ça aussi que des clients nous disent est-ce que c'est embêtant parce qu'on va récupérer quelques avis négatifs, mais les avis négatifs, ça fait aussi partie de la vie et personne aujourd'hui autour de cette table ne peut dire que l'entreprise pour laquelle il travaille a été 100% efficace dans 100% des cas depuis 10 ans. C'est pas vrai et tout le monde le sait. Donc qu'il y ait quelques avis négatifs, très minoritaires bien sûr, hein, Hum, c'est important, ça donne de la crédibilité à l'ensemble des avis. exactement. Et on avait une autre question, je crois, de Stéphanie. Après l'enquête de satisfaction, si le client donne son consentement, il faut quand même qu'il se connecte à Google pour donner son avis et l'écrire. Alors, le Non, parcours a été... Oui, pardon Olivier, vas-y. oui, non, mais Le vas-y. parcours a été pensé pour être fluide et sans couture, comme on évoquait avec Olivier, pour transformer automatiquement les résultats en avis. Effectivement, il y a cette notion de validation légale pour que le client puisse bien publier son avis sur la partie publique. Maintenant, généralement, vous êtes connecté, on l'est de plus en plus connecté à son compte Google selon comment dirais-je, le moteur de recherche qu'on utilise et le navigateur, pardon, je cherchais le mot. Et donc, ça se fait automatiquement. La pop-up, la pop-in va s'ouvrir automatiquement si vous êtes connecté. Même si vous ne l'êtes pas, avec la mécanique, on va ouvrir la pop-up et il faudra indiquer son compte Google. Ça, c'est une des spécificités, si vous voulez, de Google. Olivier l'évoquait tout à l'heure, qu'il faut impérativement un compte à l'instant T et être logué pour pouvoir laisser un avis. Ça, on ne peut pas le contourner. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, Michel a encore une remarque. Avis client et enquête de satisfaction sont des outils magiques de pilotage d'entreprise. Il est clé d'être transparent avec sa DG et que la DG accepte les retours critiques. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Olivier. On vit dans un monde où, pour être pragmatique, avoir un niveau de satisfaction de 100%, ça n'existe pas, même si l'objectif est de s'en rapprocher. On sait qu'il peut y avoir des dysfonctionnements, des irritants. Le but de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant est de pouvoir les mettre en lumière, les repérer pour pouvoir y remédier. Donc ça fait partie du jeu d'avoir de la critique. Il faut que ça reste dans une proportion assez faible, bien sûr, sinon c'est qu'il y a de réels problèmes. Mettre en capacité de pouvoir les identifier, c'est un premier pas pour ensuite les résoudre. On a une question de Virginie. Faut-il privilégier des sites tels qu'Avis Vérifié ou Trustpilot? Alors, tout dépend de votre activité, Virginie. Il y a effectivement plusieurs prestataires, dont Custplace fait partie. Là, vous nous citez des concurrents, donc je vais évidemment pas vous orienter vers nos concurrents, mais c'est de bonne guerre. On gère effectivement les avis au même titre que les deux marques que vous évoquez, avec de la nuance, bien évidemment, selon votre activité, selon votre organisation. Est-ce que vous avez un réseau avec des agences? Est-ce que vous êtes plutôt sur une activité online? Voilà, tout cela va dépendre de ce que vous faites et vous aurez des plateformes qui seront plus adaptées à vos besoins. Si l'enquête se fait par téléphone, comment vous faites pour l'avis Google? Alors, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Olivier. Il y a une mécanique de relance par email à l'issue de la collecte d'avis qui va permettre au client final de pouvoir cliquer et d'arriver sur la pop-in de Google pour déposer son avis. Mais on ne pourra pas Ça se fonctionne. loguer à la place du client sur son compte Google. Ça, c'est Tout à fait. évidemment Mais ça impossible. fonctionne très bien sur les enquêtes enfin sur les enquêtes téléphoniques, tout simplement parce que on sait très bien que sur les enquêtes téléphoniques, on a euh, comment dire, des résultats qui sont sensiblement meilleurs par rapport à des enquêtes online. Pourquoi? Parce que quand on est sur de la relation humaine, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus je suis beaucoup plus non seulement enclin à répondre et enclin à répondre positivement et on a un taux de transformation d'enquête en avis qui est encore plus fort sur des enquêtes téléphoniques. On a une question de Géraldine. Que pensez-vous de l'utilisation des avis sur le site de l'entreprise? Alors, on ne l'a pas évoqué, mais vous avez raison de le souligner, Géraldine, par rapport aux sites spécialisés, Google, Page Jaune, etc. Alors, je dirais qu'il ne faut pas les confronter. C'est une complémentarité. Le fait de collecter, comme l'évoquait tout à l'heure Olivier, un avis suite à une enquête qui va être diffusée sur Custplace, sur les pages jaunes sur Google, cet avis appartiendra aussi en partie à la marque et elle pourra le diffuser dans son écosystème via des widgets, des carousels de diffusion ou même récupérer le flux privé des avis
pour ensuite le charter de la manière souhaitée. C'est un élément de réassurance sur le site internet de la marque qui permettra aussi d'obtenir les étoiles, vous savez, sur Google, sous une description dans les résultats organiques, donc un élément de réassurance supplémentaire. Et c'est un élément qui va être pris en compte également dans l'algorithme de Google. Les robots qui crawlent, pour parler avec un jargon un peu technique, mais qui regardent l'ensemble des sites Internet, vont identifier si vous diffusez des avis provenant d'une plateforme tiers de confiance et pourront améliorer, si c'est le cas, votre référencement. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. En tout cas, merci, merci à tous. Merci de vos encouragements aussi, parce qu'effectivement, je vois que beaucoup d'entre vous étaient intéressés. N'hésitez pas à revenir vers nous pour échanger, pour discuter. On est toujours ravis de pouvoir aller plus loin suite à ce webinaire où nous, on est un peu frustrés parce que on a beaucoup de choses à dire, mais on est sur un temps limité. Donc, si vous avez des questions, des envies ou si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter soit Thibaut, soit moi. Merci effectivement à toutes et à tous et encore une fois, merci beaucoup Olivier. J'étais ravi de pouvoir co-animer et qu'on puisse avoir ton expertise. Merci Thibaut. Merci. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.